il avait menacé de mort quelques jours plus tôt. Tom, le fils d'Estelle, sera en direct. Et dans le journal des faits divers de Félicité Kindoki, nous vous parlerons de cette jeune femme de 23 ans qui est morte poignardée dimanche soir à Gagny en Seine-Saint-Denis. Une altercation au sujet d'un motocross serait à l'origine du drame. Et pour analyser avec nous ces histoires, répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de crimes et faits divers la quotidienne sont aujourd'hui maître Sandrine Pégan, avocate pénaliste pour nous expliquer les procédures judiciaires. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Sabrina Philippe, psychologue, pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, c'est avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. La semaine dernière, le procès de Jonathan Daval se tenait donc devant la cour d'assises de Haute-Saône à Vesoul et toutes les caméras étaient braquées sur le palais de justice. La France entière a pu vivre quasiment en direct ce procès et ses nombreux rebondissements. Et si le verdict était très attendu pour la famille d'Alexia, il était presque tout autant pour les Français. En effet, depuis la disparition d'Alexia, il y a 3 ans, le public se passionne pour l'affaire Daval. Nombreux étaient ceux qui avaient apporté leur aide aux recherches, mais également leur soutien à l'occasion des différentes manifestations organisées en hommage à la victime. Et par la suite, ce sont les nombreux coups de théâtre qui vous ont tenu en haleine, qui ont tenu en haleine le public. Ce midi, nous allons donc tenter dans cette émission de comprendre, au travers de plusieurs exemples, comme l'affaire Fourniret, l'affaire Grégory ou l'affaire Dupont de Ligonnès, pourquoi les Français et les médias se passionnent autant pour certains faits divers. Et tout d'abord donc, l'affaire Daval. Emmanuel Dupic, avocat général, lors du procès de Jonathan Daval, est revenu lui-même sur l'ultra-médiatisation de cette affaire. Il a regretté le secret de l'instruction non respecté. D'après lui, cela a nui au bon déroulement de l'enquête. Oui, je crois qu'il y a un sujet sur la médiatisation, l'ultra-médiatisation de cette affaire. Je l'ai exposé également dans mes réquisitions dès le début, dès la découverte du corps, le 2e jour. Nous avons été victimes, j'allais dire, de cette médiatisation qui avait quand même pour conséquence d'entraver l'enquête. Je rappelle, je l'ai dit, je crois que c'est un crime qui aurait pu ne pas être résolu si le corps n'avait pas été retrouvé. C'est un corps qui était caché, qui était dans un endroit effectivement difficile d'accès. Et les multiples violations du secret de l'instruction tout au long de l'affaire, dont se sont plaints tous les magistrats qui ont participé à cette affaire, ont pu nuire à la résolution. Donc oui, je crois qu'il faut impérativement que le Parlement, nos représentants, s'emparent de la question de l'article 11 du Code de procédure pénale, puisqu'aujourd'hui, ce secret n'est plus respecté. Voilà, alors avec nous pour en parler, Alessandra D'Angelo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste d'investigation judiciaire. Audrey Lemaire, psychologue, bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, Alessandra D'Angelo, cette affaire Daval fait partie des affaires qui ont été ultra médiatisées. Est-ce que vous comprenez pourquoi elle a autant passionné les Français? Mais elle passionne comme toutes les affaires criminelles. Pas toutes, justement. Il y en a qui sortent du lot. Énormément d'affaires. J'ai beaucoup étudié la chose sur plusieurs affaires belges. Énormément d'affaires criminelles passionnent parce que, alors on dit pour les femmes qu'on appelle ça le syndrome de Bonnie and Clyde ou l'hybristophilie en termes plus psychologiques. C'est-à-dire qu'on vit par procuration en regardant ce genre d'affaires dans son canapé. On vit le syndrome de Robin des Bois qui nous emporterait dans la partie sombre que nous avons tous, même si on est tous codifiés. On a tous une part d'ombre et une part de lumière. Et pour les hommes, c'est plutôt ce qu'on appelle le syndrome d'Harry Potter, hein, tout puissant. C'est aussi un syndrome en psychologie. Et donc finalement, on se retrouve tous. Alors il y a plus de femmes que d'hommes qui suivent ce genre de procès. C'est féminin en fait. C'est essentiellement un public féminin. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de groupies. On a eu les Holmies qui ont suivi Holmes lorsqu'il a fait ce qu'il a fait. Francis Holmes. Oui, donc... Qui a été suivi par des femmes qui étaient fascinées par lui. Sur les réseaux sociaux, alors il y en a un qui bat tous les records, il s'appelle Luca Roccomagnotta. Ouais. Souvenez-vous, en 2012, il avait dépecé son compagnon, qu'il avait partiellement... il avait coupé en morceaux aussi. Voilà, qu'il avait coupé en morceaux. Au Canada, avant de venir en France. Et en fait, il avait été déçu d'une télé-réalité à laquelle il avait participé. Et donc, il a créé cette page Facebook où il a commencé à poster des vidéos de ses méfaits. Et encore aujourd'hui, il reçoit des tonnes de lettres d'amour en prison et il a une page Facebook qui cartonne. Donc, il y a vraiment une volonté de suivre ça un peu comme une télé-réalité. Et là où est le danger, c'est que souvent, on arrive même à s'identifier. Parce que vous prenez, par exemple...
comment vais-je dire, l'affaire Jonathan, ou le violeur de la Sambre récemment arrêté, c'était monsieur et madame tout le monde finalement. Ce sont des hommes dont on ne soupçonnait pas qu'ils pouvaient basculer dans l'inacceptable. Mais c'est intéressant parce que vous avez pris l'exemple par exemple de Luca Rocco Magnotta. On s'en souvient, il avait découpé en morceaux son compagnon. Des morceaux avaient été retrouvés d'ailleurs un peu partout. Puis il était venu se réfugier en France avant d'être arrêté. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même d'un peu malsain d'être fasciné par ça? Parce qu'on peut s'y intéresser. Vous me dites qu'il y a beaucoup de femmes qui sont fascinées par ça. C'est quoi? C'est le goût quand même du trash, du sordide? C'est pas le goût du trash. Alors ça peut même aller très loin. Aux États-Unis, figurez-vous, il y a aussi une page Facebook qui cartonne énormément. Vous avez des sociétés de nettoyage qui viennent sur les scènes de crime nettoyer, malheureusement, après que les équipes des experts soient passées. Et cette page Facebook de cette société d'entretien cartonne également. Donc, c'est vraiment avoir ce sentiment de vivre l'interdit par procuration, en fait. Audrey Lemaire, il y a quand même quelque chose, j'ai pas envie de dire malsain, parce qu'en plus, nous, on en parle tous les jours. Donc, en fait, nous, ça nous intéresse. Mais il y a une différence entre parler, essayer de comprendre, et la fascination. Oui. C'est pas tout à fait le même niveau. Alors, au niveau, par exemple, des groupies, des hommes en prison ou autres, il y a aussi un petit peu le syndrome de l'infirmière qui rejoint le syndrome du sauveur, c'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir les guérir des maux dont ils souffrent. Et donc, elles sont muées par ça, elles ont l'impression qu'elles vont leur venir en aide pour beaucoup. C'est-à-dire venir en aide à un tueur en série, venir en aide à un assassin. Combler le manque, peut-être elle s'imagine que c'est un manque affectif, qu'il a été maltraité, malmené, que c'est quelqu'un de malheureux en fait profondément, et qu'il n'est pas compris. Et donc du coup, elle pense peut-être l'avoir compris, et elle manifeste l'intérêt à travers les lettres, les mails et ce genre de choses. Et ça, c'est assez surprenant quand même, parce que pourquoi est-ce qu'elle arriverait à le sauver ? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Elles se disent qu'elles sont plus fortes Elles se disent... ou alors, attendez, je vais poser la question. Est-ce que c'est parce qu'elles ont des vies un peu calmes, tristes? Elles se disent, ça va mettre un peu de piment dans ma vie. C'est un peu morose, en fait, leur vie. Souvent, quand on voit leur parcours, c'est des vies, alors toutes simples, mais pas dans le mauvais sens du terme. Mais ça veut dire qu'il ne s'y passe rien d'extraordinaire. Et là, en réalité... Je pense que ce que vous vouliez dire aussi, c'était le côté extraordinaire du fait humain. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de tuer, contrairement à ce qu'on pense, comme ils tuent eux. C'est-à-dire que mais ça doit faire peur, ça ne doit pas fasciner. Il y a toujours un côté fascinant par rapport à ce qu'on ne sait pas faire. Et alors, pour compléter ce que vous dites, des statistiques démontrent que la moyenne d'âge de ces femmes, c'est entre 40 et 50 ans, mères de famille, socialement intégrées, plutôt beau quartier, ayant fait des études, voire des études universitaires. Et en fait, elles s'ennuient dans leur vécu et elles envoient tout promener pour suivre le bandit de grand chemin. C'est vraiment l'histoire de Robin des Bois ou de Bonnie and Clyde. Alors ça, c'est la fascination. Après, il y a l'intérêt. Et quand on voit l'affaire Jonathan Daval, nous on en a beaucoup parlé, les médias en ont beaucoup parlé, ça a battu des records d'audience sur toutes les chaînes. Là, c'est pas de la fascination, on va pas dire que tous ces gens, ces millions de gens qui sont intéressés à cette affaire sont fascinés par Jonathan Daval, mais ils sont intéressés. Et vous, Alessandra D'Angelo, qui suivez vraiment ces affaires judiciaires, pourquoi est-ce qu'elles fascinent ces affaires ? Mais il y a un intérêt morbide, c'est comme toutes ces séries télévisées, Mes Experts ou Cold Case qui passionnent. Parce que là, on est dans la réalité. Cela démarre de quelque chose de vrai. Bon, là, on reconstitue pour les émissions, mais on vit quelque chose par procuration. Par contre, ce qui est très surprenant, c'est qu'on a une capacité à zapper. On est dans une société du zapping. Moi, je vois les procès que je couvre en Belgique. Du jour au lendemain, la personne qui était première dans les moteurs de recherche passe en 6e page, fini, il n'y a plus rien à voir. On oublie, en fait. On oublie, des mais passions. on passe à une affaire suivante. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, on se nourrit du vécu de l'autre. Et quand je vois certaines personnes chez nous qui sont en tête d'affiche, voire après 2-3 ans, acquittés. Effectivement, ils ont une vérité judiciaire qui est là, mais le buzz, lui, il ne disparaît pas. Et souvent, c'est des gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur compagne, parce que la société a tellement buzzé négativement, que ce soit sur les réseaux sociaux et la presse. Alors moi, j'ai été avocate avant d'être journaliste, donc j'ai été des deux côtés de la barrière, et je vous avoue franchement qu'aujourd'hui, la presse est nuisible, même si j'écris moi aussi en tant que journaliste, mais j'essaye de garder la présomption d'innocence jusqu'au verdict. La presse est toxique sur les affaires criminelles. Sabrina Philippe, quel est votre regard? Pourquoi on se passionne pour ces affaires? Et là, alors c'est vrai qu'avec Daval, moi ça m'a fait penser un peu à l'affaire Grégory, quoi. Il y a eu à peu près la même passion, et on va en parler dans un instant de l'affaire Grégory, mais il y a eu à peu près la même passion pour ces deux affaires. Parce qu'en chacun de nous, il y a un point de bascule qui ne va pas forcément basculer. On a tous eu un jour envie de tuer quelqu'un.
Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de complètement humain, même si on passe pas à l'acte, bien sûr, mais on se dit, oh, je le tuerais, tellement j'en ai marre, ou je la tuerais. Bon. Lors d'une dispute, par exemple? Évidemment, cette colère qui monte, évidemment, il n'y a pas de passage à l'acte, heureusement, sinon on serait tous derrière les barreaux. Donc, il y a ce point de bascule chez nous qui ne bascule pas la plupart du temps. Et ce qui est passionnant dans ces affaires, bien souvent, c'est de voir ce point de bascule. Pourquoi lui, il a basculé? Parce que ce qui intéresse, bien souvent, ce sont des personnes lambda. Enfin, ce qui intéresse, je parle pas des groupies. Ce sont des personnes, justement, qui étaient complètement insérées dans la société. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il était marié pour Daval, il était père de famille pour... On a envie de comprendre, en fait, c'est ça? C'est ça. Et on se dit, mais pourquoi il a basculé? Qu'est-ce qui l'a fait basculer? Et on voit bien qu'autour de l'affaire Daval, c'est ça qui a passionné, quelque part. Mais pourquoi? Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer pourquoi il a basculé? Est-ce qu'elle aurait été comme ci? Est-ce qu'elle aurait été comme ça? Vous voyez bien cette interrogation. Pourquoi? Parce que c'est une interrogation qui nous est propre. C'est-à-dire que dans notre propre santé mentale, en effet, on ne bascule pas, mais on est toujours sur ce point de se dire, ben non, je ne bascule pas parce que je ne passe pas du côté sombre de moi-même. Alessandra D'Angelo, ça a toujours existé, en fait, cette passion pour les faits divers. Aujourd'hui, ça prend des formes un peu différentes parce qu'il y a plus de chaînes de télé, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les Twitter, Instagram, on peut vivre des choses, mais ça fait des dizaines d'années que les gens sont passionnés par les faits divers. Alors, ça fait des dizaines d'années, mais alors on se rend compte que l'intérêt évolue en fonction de l'évolution de la société. Alors, dans les années 90, on a eu Sherlock Holmes. 90, chez nous en France. 90, excusez-moi. Voilà, comme ça, on se souvient d'où je viens. Dans les années 90, on avait Sherlock Holmes, on avait Hercule Poirot, on avait Columbo. Là, c'était vraiment ce besoin d'enquêter, un peu à la Cluedo, j'ai tué qui, dans quelle pièce, avec quel objet. Et alors après, il y a une évolution avec tout ce qui est bien-être, psychologie, épanouissement personnel. On est allé dans des émissions plus comme Mes Experts, parce que là, il y a toute une série de psy, les cold cases, etc. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle vague qui arrive, notamment avec les réseaux sociaux, où tout le monde essaye de déconstruire et d'enquêter, et c'est Netflix qui a lancé ce genre de série, Making a Murderer, Innocence Project. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est des documentaires très scénarisés, mais qui sont sur de vraies histoires. Voilà. C'est du docu-fiction, donc il y a une partie de reconstitution avec des acteurs et une partie de faits réels. Et là, on déconstruit de nouveau pour essayer de comprendre la psychologie criminelle. Mais il faut savoir que, mis à part si ce sont des psychopathes ou des serial killers, il n'y a pas de psychologie dans cet agir criminel dont parlait Madame à l'instant, quand c'est juste le petit plomb qui a pété. Et c'est ça où on s'identifie beaucoup plus, puisque ça peut arriver à monsieur et madame tout le monde, en fait. Alors, l'affaire Daval n'est pas la seule qui a déchaîné les passions. D'autres avant elle avaient retenu l'attention du public. Comme je le disais tout à l'heure, l'affaire du petit Grégory, le dossier Fourniret, ou plus récemment, la cavale de Xavier Dupont de Ligonnès. Ces affaires criminelles font même parfois l'objet de séries ou de téléfilms. Mais alors, pourquoi les Français sont-ils friands de ces affaires? 800, c'est le nombre d'homicides que l'on dénombre chaque année en moyenne en France. Toutes ces affaires criminelles ne font pas la une des médias. Seuls certains faits divers passionnent les Français. Jonathan Daval, un mari meurtrier. Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir commis le pire et toujours recherché. Michel Fourniret, tueur d'enfants. Ou le petit Grégory, retrouvé mort dans la Vologne. Mais pourquoi ces affaires passionnent-elles davantage? Quels sont les éléments qui jettent un drame sous le feu des projecteurs? Un fait divers, c'est quelque chose qui survient alors qu'on ne s'y attend pas, et en même temps qui pourrait nous arriver ou arriver à notre voisin. À chaque fois, ça rassemble la population. Un fait divers dure d'autant plus qu'on est toujours en train de chercher qui est l'auteur du crime qui s'est produit. Des crimes, parfois adaptés à l'écran, comme l'affaire Laetitia Perret, jeune serveuse de 18 ans assassinée en 2011 en Loire-Atlantique. Une série suivie par plus de 3,5 millions de téléspectateurs. D'autres affaires sont surmédiatisées avant même la tenue d'un procès. Et ce n'est pas sans conséquence, selon ce journaliste. C'est extrêmement compliqué, en général, pour les avocats, de demander aux jurés de faire abstraction de cette scène médiatique et de se concentrer sur ce qui se dit et sur ce qui se fait à l'intérieur de l'enceinte judiciaire. Médiatisation à outrance, victimes et avocats dénoncent fréquemment cette pression qui les expose, tout en reconnaissant que ce regard des citoyens sur le drame qu'ils vivent les aide aussi dans leur combat pour obtenir justice. Le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a d'ailleurs promis l'ouverture des salles d'audience aux caméras, car, dit-il, la justice doit se montrer aux Français. Maître Sandrine Pégan, vous êtes avocate. Vous, quand vous avez un procès, est-ce que ça aide ou pas la médiatisation, au fond, quand on a un dossier à défendre? Alors ça dépend
le dossier. Tout dépend de cela parce que finalement, on peut s'en servir, mais parfois ça peut aller contre nous. S'en servir, c'est-à-dire faire passer de vos messages pour les jurés indirectement ? Exactement. Si à un moment donné, on est véritablement convaincu de l'innocence de notre client, le fait que ce soit balancé comme ça, pardonnez-moi l'expression, mais c'est en tout cas le terme, sur la place publique, eh bien le fait d'avoir la satisfaction et surtout, on va dire même la confirmation par l'opinion publique que notre client est innocent, eh bien on va se dire que ça va peut-être avoir un retentissement sur les jurés. Et ça l'a forcément. Parce que les jurés, ils regardent les médias, ils regardent la télé et ils lisent les réseaux sociaux. En tout cas, c'est notre stratégie pour certains dossiers, pas pour tous. Donc ça veut dire que des fois, vous faites le choix de médiatiser. Complètement. Et on a même, nous, certains cabinets d'avocats, on a même une agence de communication qui permet aussi de faire des déclarations dans la presse, alors bien évidemment tout en respectant le secret d'instruction, mais on peut s'en servir de façon habile pour essayer de ne pas manipuler. Ce ne serait pas un terme qui serait vraiment le plus précis, le plus adéquat dans cette situation, mais oui, influencer dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que vous dites quand vous appelez un journaliste ? Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il s'intéresse à cette affaire ? C'est quoi les arguments que vous employez ? Parce que des affaires, on l'a dit, on l'a vu dans le reportage, il y en a beaucoup, mais comment vous arrivez à les convaincre, les journalistes spécialistes des faits divers, que votre affaire, elle était intéressante, qu'il faut faire un papier dessus et il faut la faire mousser, entre guillemets? Alors déjà, il y a une différence de terminologie. Pour moi, en fait, il y a une fascination qui est faite par les médias et les crimes captivent le public. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une différence au niveau de la terminologie. Quand on appelle un journaliste, eh bien, on lui donne un peu du croustillant. On lui dit, ça se passe certainement comme ça, en tout cas en Belgique. Je dirais qu'il vaut toujours mieux donner un petit quelque chose à un journaliste pour un peu l'apaiser et avoir une belle relation avec lui. Autrement, le journaliste va quand même écrire ce qu'il a envie. Oui, donc évidemment, il est totalement dépendant. Il vaut mieux le nourrir un petit peu. Mais comment lui dire que cette affaire va intéresser ses lecteurs? C'est quoi les arguments? Il faut que ce soit quoi? Une affaire de couple, une affaire d'amour? Eh ben, comme toutes les affaires dont on parle là, et notamment l'affaire Jonathan Daval pour parler de la plus récente, c'est qu'en fait, comme ça touche un peu monsieur et madame tout le monde, et puis il faut dire qu'il y a une espèce de dramaturgie aussi qui est soigneusement entretenue par les médias, ce genre de choses. Il y a une partie civile qui peut être omniprésente. Donc on peut à peu près tous s'identifier. Et puis quelque part aussi, si on essaye de titiller le journaliste en essayant de lui montrer que ça va satisfaire le besoin de tous de sonder en fait les recoins les plus sombres de l'âme humaine, du coup il y a peut-être... Il y a deux créneaux qui fonctionnent toujours malheureusement, c'est quand on porte atteinte à un enfant et c'est les violences, quelles qu'elles soient, les violences faites aux femmes. Alors, vous parlez de l'enfant, justement, l'affaire Grégory, c'est sans doute l'une des premières affaires judiciaires françaises à avoir été hyper médiatisée. D'autres avaient été médiatisées avant, mais celle-là, ça a été un déferlement médiatique. Et forcément, vous le disiez, le meurtre d'un enfant, c'est toujours particulièrement choquant. Mais ce qui a passionné les Français, c'est aussi l'histoire de cette famille. Et près de 40 ans après, cette affaire continue de faire parler. Elle a même fait l'objet récemment d'une série documentaire sur Netflix. Je vous propose de revenir justement sur les débuts d'une médiatisation hors norme, celle de l'affaire Grégory. Dans la vallée de la Vologne, après la découverte du corps du petit Grégory, la terrible nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Très vite, un raz-de-marée de journalistes déferle sur la région. Ce qui lance l'affaire, c'est l'étrangeté de l'affaire elle-même. Voilà. Un enfant qu'on retrouve mort dans une rivière ficelée, et en plus avec cette revendication qui laisse penser tout de suite qu'il s'agit d'une vengeance et d'un règlement de compte entre adultes, c'est hors norme. Le lendemain du drame, le cliché de l'enfant repêché dans l'eau fait la une d'un célèbre journal. C'est la première fois qu'une telle photo est publiée dans la presse. L'image est poignante. Cette image, elle est vraiment frappante parce qu'elle est d'une grande spontanéité. Elle est de très mauvaise qualité technique, cette image. En fait, c'est une image, à l'époque, on est en argentique, pas en numérique. Il y a un gros coup de flèche. On voit ce sapeur-pompier qui tient le bébé dans ses bras. Un cliché en totale opposition avec le portrait de l'enfant, pris seulement quelques semaines avant sa mort, et sur lequel il apparaît tout sourire. Le contraste est saisissant. Il y a la première image, effectivement, qui est l'image du fait divers. Et puis de l'autre côté, il y a cette représentation un peu iconique de l'enfant, avec ses boucles, etc. C'est quand même une petite créature innocente, avec cette petite bouille souriante, ronde, etc. Et évidemment, donc, tout le monde va vouloir savoir qui a volé cette innocence, qui a brisé ce destin, cet enfant, quoi.
Retour en direct sur notre plateau. Audrey Lemaire, on a presque donné les clés au fond dans ce reportage en disant c'est l'innocence qui a été arrachée et on se demande qui. Et en plus, peut-être, il y a le lieu. C'est-à-dire qu'on est dans un petit village, on est dans la France profonde, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, on est dans la France profonde. Et voilà, on se dit, il doit y avoir des mystères, il doit y avoir un corbeau. Et il y a un corbeau en plus. Il doit y avoir des choses incroyables. C'est presque un polar. C'est un polar. L'affaire Grégory, c'est encore un polar aujourd'hui d'ailleurs. 35 ans, plus de 35 ans après, on n'a toujours aucune certitude. Celui qui a été accusé est décédé. Enfin, je veux dire, tout est compliqué, donc ça se trouve, on ne saura jamais la vérité. Et le fait qu'il y ait toujours ce mystère fait que ça continue à fasciner. Bah, bien sûr. Du moment que vous ne savez pas tout. Vous savez, ça me rappelle un petit peu aussi, alors rien à voir, mais l'affaire Ted Bundy. C'est-à-dire que tant qu'on ne savait pas combien de victimes, et encore, on ne sait même pas toutes les victimes. On rappelle que c'est un tueur en série aux États-Unis, on ne savait pas combien il avait tué de personnes. On pense qu'on a découvert 33, non, on pense qu'il en a fait plus de 80. Et donc du coup, le mystère est toujours là, et donc du coup, l'intérêt aussi, c'est pas fini, et tant que ce ne sera pas fini... Eh bien, du coup, on va s'y intéresser. Alors là, aux États-Unis, d'accord, mais nous, ça va être la même chose en réalité. Sur nos affaires L'intérêt supplémentaire, c'est l'enfance aussi. Et je reviens à 2 affaires. Vous m'aviez d'ailleurs invité pour Geneviève Lermite et pour Marc Dutroux. Voilà, Julie et Mélissa en Belgique, 30 ans plus tard, ça défraye toujours la chronique dès que Marc Dutroux fait le moindre pas dans sa cellule. Et Geneviève Lermite, le quintuple infanticide. Il y a des docus, il y a des bouquins, ça n'arrête pas parce que ça touche à l'enfance. Voilà. Et on a eu des marches blanches dans la rue, et il y a eu beaucoup de mobilisation aussi pour le petit Grégory. C'est le fait que ça touche à l'enfance. Donc tant qu'on n'a pas toutes les explications, parce que là aussi, Geneviève Lermite, on n'a toujours pas compris le basculement, Dutroux, on n'a pas toutes les réponses. La population veut des réponses parce que c'est son enfance qui est touchée. Mais par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure, vous parliez des gens qui sont fascinés par les tueurs en série. Marc Dutroux, il n'y a pas de gens fascinés par Marc Dutroux. Non, ici, c'est plutôt le fait qu'on est touché à l'enfance, effectivement. Ça. Alors, ce qui est intéressant dans l'affaire Grégory, en plus, c'est qu'il y a eu beaucoup d'hypothèses, beaucoup de gens qui ont été soupçonnés. Christine Villemain, par exemple, la maman du petit Grégory, a été suspectée un temps. Elle a fait l'objet d'un véritable lynchage médiatique aussi. Et ça aussi, c'est intéressant. Elle était littéralement harcelée par les journalistes. Christine Villemain devient la suspecte numéro 1. L'information fuite dans les médias. La thèse de la mère infanticide divise l'opinion publique. Dans la presse, les 2 clans s'affrontent. Il va y avoir la stratégie de La Roche d'un côté, la stratégie des Villemain de l'autre. On voit bien que les querelles de famille vont se téléporter un peu dans la gestion quotidienne de l'affaire d'un point de vue enquête et justice, quoi, et journalistique de fait. Christine, alors enceinte de 6 mois, est écrouée. Mais ses avocats font appel. Et 11 jours plus tard, la jeune femme de 24 ans est libérée et placée sous contrôle judiciaire. Un véritable lynchage médiatique s'abat alors sur la mère de Grégory. Elle est suivie par des meutes de journalistes pour capter son image. Elle est en deuil, elle est en noir, enfin tout est en noir. On voit des photos sous des angles, on a l'impression qu'on prend les angles les pires possibles. On a l'impression d'assister quand même à une chasse à courre. Il faut aller la débusquer. Et dans la presse, les anti-Christine se déchaînent. On a fait courir sur Christine Villemain les bruits les plus abracadabrants. Elle aurait noyé ses poupées lorsqu'elle était gamine. Elle aurait 36 000 amants. Maître Sandrine Pégan, on parlait justement du rôle de la presse il y a un instant. Alors là, la presse, en revanche, elle dessert. Parce que cette pauvre Christine Villemain, qui est quand même le moment d'un enfant qui est mort, qui est innocente et qui a été jetée en pâture. Et là, j'imagine les avocats de Christine Villemain, pour qui ça a été une horreur totale, ce qui s'est passé avec la presse. C'est jouer avec le feu, au fond, que jouer avec la presse. J'ai même envie de dire que c'est vicieux et c'est pervers. Et donc là, forcément, ça dessert un peu nos intérêts et la défense de nos clients. Mais on peut aussi contourner ça, parce qu'on va s'en servir après au niveau de la juridiction, au niveau des différentes instances. Pour pouvoir... il faut que les gens assument, hein, parce que Christine Villemain, ce qu'elle s'est pris dans la figure au moment de l'affaire Grégory, par les médias, voilà, on se dit, il faut tenir le coup derrière. Hein. Oui, et nous, en plus, en tant qu'avocats, on a aussi un rôle, pardonnez-moi, mais on a aussi un rôle
psychologue de psychologie avec nos clients, parce qu'on doit voilà, faire en sorte qu'ils tiennent le coup, parce qu'on doit leur dire que, mine de rien, c'est pas parce que ça a été jeté en pâture que c'est la réalité. Donc après, c'est aussi notre travail de faire en sorte qu'au niveau des juridictions, eh bien, tout ne soit pas cru comme si c'était parole d'évangile. Sabrina Philippe, psychologue, ce qui a bien marché, entre guillemets, aussi dans cette affaire Grégory, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, et si c'était la mère ? Et si c'est la mère qui avait tué son propre fils? Et là, tout à coup, ça crée un mystère. Encore une fois, on est dans les experts, on est dans CSI, dans NCIS. Vous faites bien de dire qu'on est dans les experts, parce que on est aussi dans le début des séries. C'est intéressant, parce que sur le plan des médias, il y a quelque chose qui change à ce moment-là. On est au début, finalement, de ces séries qu'on va suivre. On se souvient. Enfin, c'est cette période-là. Ça n'existait pas avant non plus. C'est-à-dire qu'on avait on n'avait pas ces séries qui racontaient des histoires. Voilà. Et c'est important, ça, parce que on crée aussi, entre guillemets, sur une affaire existante, il y a aussi une part pas de fiction, mais de rebondissement, un peu comme une fiction. C'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que les séries ont commencé un peu à ces séries qui nous venaient des États-Unis, les premières séries, Dallas, Dynasty. On n'avait pas l'habitude de regarder les choses qui se suivaient. On n'avait pas l'habitude de rentrer dans l'histoire des familles. C'est de ce moment-là que ça commence, et notamment aussi sur nos écrans français où on a des séries un peu qui ressemblent aux séries américaines. C'est important parce que ça veut dire qu'il y a des feuilletons. Et ça veut dire qu'on commence à suivre des épisodes aussi d'une affaire judiciaire. Ça n'existait pas avant où l'affaire était ce qu'elle était. Mais Audrey Lemaire, est-ce que ça veut dire qu'on suit ces faits divers quand on suit une série, en fait? C'est-à-dire alors une série ou de la télé-réalité même. On a le sentiment qu'on est à cheval entre les deux. C'est-à-dire, c'est une série, il y a les rebondissements, il y a les enquêteurs, il y a les dossiers qui sortent, et en même temps, c'est de la télé-réalité. C'est de la réalité, puisque ce sont des faits. C'est de la réalité, mais c'est pas de la télé-réalité. Mais c'est pas de la télé-réalité. On est plus proche du docu-fiction pour le coup, où les journalistes vont jouer la part fictionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont donner un avis qui va certainement suivre aussi beaucoup de préjugés et de stéréotypes sans qu'ils s'en rendent compte. C'est véhiculé parce que la mère, pourquoi ce serait plus horrible qu'une mère tue son enfant que quelqu'un d'autre finalement? C'est l'enfant qui est tué, peu importe par qui. Enfin, on pourrait aussi se poser cette question-là. C'est ça que je suis en train de dire, d'accord? Donc du coup, vous voyez, cet engouement, en réalité, est nourri aussi par les propres pensées journalistiques. Et faire la part des choses, dans l'affaire Grégory, ils ne l'ont pas faite. Ça n'avait pas été fait non plus par rapport à l'affaire Ranucci, qui était en amont, l'affaire du Pullover rouge, d'accord, on s'en souvient. Et donc du coup, ça a commencé là, en réalité. Et ça n'a fait que s'amplifier. C'est-à-dire que les journalistes, par moment, désignent le coupable. Exactement. En fait, et quitte à se tromper, parce que c'est à la justice de désigner le coupable. Vous vous souvenez quand même de Outreau avec le juge Burgot et Myriam? Bon, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a changé 9 fois sa version des faits. Le juge n'en a pas tenu compte parce qu'on lui avait promis une place aussi au parquet antiterroriste de Paris. Bon, bref, peu importe. Mais les journalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pas remis en question. Ils ont remis en question le juge Burgot, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils se sont aperçus qu'il y avait eu des erreurs, en réalité, d'appréciation et de jugement? Là, c'est la même chose. Dans beaucoup d'enquêtes maintenant et beaucoup de faits judiciaires, c'est exactement la même chose. On écoute davantage le journaliste qui va se porter qui va se dire de la parole publique, et ça va effectivement influencer certainement le jugement. C'est la technique de l'homme de paille, le discours indirect. On la connaît bien, celle-là, en psycho. Mais du coup, c'est fou de voir que la justice n'appartient même plus à la justice en ce moment. Alors, je voudrais qu'on parle d'une autre affaire. On a parlé de l'affaire Grégory, on a parlé de l'affaire Daval. Il y a l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui a elle aussi fait l'objet de plusieurs séries. Dès le départ, cette affaire a connu un retentissement médiatique très important, car les Français se sont demandé comment un tel drame avait pu arriver au sein d'une famille toujours pareille, très intégrée, en tout cas en apparence. À Nantes, la découverte des corps d'Agnès et de ses enfants connaît un retentissement médiatique considérable. En moins de 24 heures, Xavier Dupont de Ligonnès devient ainsi l'homme le plus recherché de France, alors que partout dans la ville, des marches blanches sont organisées pour rendre hommage aux victimes. Ce qui frappe le plus dans cette affaire et ce qui fait que la presse, tout d'abord locale et ensuite nationale, va s'emparer de l'affaire Ligonnès, c'est comment cet homme a pu, de sang-froid, tirer sur sa famille, tout organiser et disparaître au nez et à la barbe des enquêteurs. Pour l'entourage de la famille, l'incompréhension est totale. Et notamment pour la mère de Xavier, qui ne croit pas à la culpabilité de son fils.
Il n'est absolument pas coupable. Ça, je suis formelle là-dessus. Je n'ai jamais pensé une seconde qu'il puisse être responsable d'un geste pareil. C'est mon avis de maman, mais je pense qu'il se soucie toujours des autres et jamais de lui. Il passe toujours en dernier, il est très altruiste. Il n'aurait jamais fait de mal à ses enfants. Voilà. Et ça, c'est peut-être aussi un des secrets des affaires qui marchent, c'est quand les proches parlent dans les médias, quand les proches révèlent des éléments, Alexandra D'Angelo, ça fait marcher parce que ça alimente la machine. Écoutez, chez nous, jusqu'à il y a encore peu, la maman de Marc Dutroux s'exprimait par voie de presse en disant que son fils restera toujours son fils, et c'était reparti pour un tour. Son propre fils, qui a changé de nom, s'exprime de temps en temps encore maintenant. Et donc oui, ça continue à alimenter. Alors, très étonnamment, parfois, c'est comme une série qui ne fonctionne plus. Tout d'un coup, on est une baisse d'audimat. Je me souviens très bien, on avait tous peur en tant que journaliste quand Michel Martin, la femme de Dutroux, est sortie en 2012. On s'est dit, on ne donne pas cher de sa peau. Il y avait des mouvements dans la rue qui voulaient sa peau. Eh bien, écoutez, elle a fait des études de droit. Elle se promène tranquillement à Namur. Vous pouvez la croiser sur le marché. Les gens se retournent. Tiens, tu as vu, c'est un. Il ne se passe strictement rien. Du jour au lendemain, elle n'a plus intéressé personne. Et ça, c'est aussi la particularité du public. Pourquoi une émission marche et pas une autre? Pourquoi tout d'un coup, voilà, il y a un engouement qui disparaît. Et c'est les mystères de la télé, comme c'est les mystères de la télé-réalité. Alors, justement, par exemple, les Français, les internautes se passionnent pour cette affaire Xavier Dupont de Ligonnès, à tel point que certains décident d'effectuer leurs propres recherches. C'est-à-dire que non seulement il y a les spectateurs, mais alors il y a les spectateurs qui veulent devenir acteurs, des recherches qui vont même être utiles dans l'enquête. Et encore aujourd'hui, il existe de nombreux groupes de discussion autour de cette affaire. Regardez. La disparition du fugitif suscite l'intérêt national. Et sur le web, de nombreux internautes s'improvisent cyber-enquêteurs. Grâce à leurs recherches, les policiers découvrent alors une toute autre facette du couple Agnès et Xavier. Agnès, c'est une femme qui a l'apparence d'une femme heureuse, d'une mère de famille comblée, était à l'évidence assez tourmentée. Elle raconte dans des blogs ou dans des forums son quotidien avec son mari notamment. Je vais mal. Je suis en manque de tout. De tendresse, d'amour, d'amis communs, de sexe, de tout. Ce soir, il rentre tard et moi je n'aurai qu'une envie encore et encore, pleurer. On découvre une femme malheureuse qui, dit-elle, est mariée à un homme qui ne lui apporte pas tout le bonheur qu'elle voudrait, un homme qui dilapide l'argent du couple, qui dilapide l'argent qu'elle a reçu aussi en héritage. Ouais, et là, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les internautes vont chercher des choses. Et tout à coup, ils deviennent... J'associe ça un petit peu à des lanceurs d'alerte. Alors, prenons le mot comme il doit être pris, mais aujourd'hui, tous ces groupes remontent des informations aux journalistes, remontent aussi parfois des informations aux avocats. Alors après, on doit évidemment trier la matière, mais ils font un boulot vraiment de lanceurs d'alerte avec leurs recherches. Et quelque part, si on prend ça vraiment avec modération, c'est pas inutile, ça fait avancer le travail plus vite. Alors, il y a un autre élément, parce que Maître Sandrine Pégan, vous parliez des avocats qui essaient de se servir de la presse, et parfois, c'est les criminels eux-mêmes qui se servent de la presse et qui tentent de manipuler la presse. Je pense à Michel Fourniret, qui est certainement le tueur en série le plus connu en France, et il sait parfaitement jouer avec les médias, puisqu'il dévoile au compte-gouttes des informations sur ces crimes. Pourquoi ? Eh bien, pour tenir en haleine les enquêteurs, mais aussi la population, le public et la presse. À Charleville-Mézières, le 27 mars 2008, 5 ans après l'arrestation de Michel Fourniret, près de 400 journalistes du monde entier ont fait le déplacement. Ils viennent assister à un procès exceptionnel qui va durer 2 mois. On touche le mal absolu et que finalement, il est relativement rare d'arriver à ramener en procédure, d'amener devant une cour d'assises des criminels de ce niveau-là, et on regardait en face quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'affronter. Et quand Michel Fourniret entre à son tour dans la salle d'audience, le décalage est grand entre l'homme et sa réputation monstrueuse. Il n'avait pas du tout l'image du prédateur. Imaginez un petit mec qui a ma taille, quoi, vieux, insignifiant. Je m'attendais à autre chose
Je m'attendais à voir un homme. Et j'en ai pas vu un du tout. Sans huis clos, bouche cousue. Ça, c'est intéressant aussi quand même, parce qu'il manipule les médias, Michel Fourniret, dans un cas comme ça. Alors, et ça marche. Il manipule les médias, ça marche peut-être pour lui, pour peut-être conforter sa faille narcissique, mais ça complexifie le travail des avocats à outrance. Parce que nous, après, pour défendre derrière ce personnage, en fait, déjà, il y a une chose que l'on doit tous savoir, c'est que dans les cours d'assises, il doit y avoir une sérénité des débats. Et là, tout est fait pour que ça ne soit pas appliqué. Et en plus, dans le prétoire, chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire que l'accusé, il doit avoir un rôle de repenti, ce genre de choses, pour que ce soit bien perçu par les juges. C'est une pièce de théâtre ? Un peu. Et moi, en tout cas, c'est ce que je dis à mes clients. Chacun a son rôle à jouer. Vous devez bien respecter les institutions, écouter ce que vous dit le président, répondre aux questions. Mais si c'est une pièce de théâtre, c'est normal que nous, on regarde ça comme une série en tant que téléspectateurs. C'est ça. Et puis surtout que c'est tellement soigneusement orchestré pour qu'il y ait tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Donc c'est facile. Alessandra D'Angelo, dernier petit mot pour conclure. Vous, c'est quoi ce qui vous passionne dans les faits divers ? Écoutez, j'ai toujours été passionnée, c'est pour ça aussi que j'avais commencé le droit, et puis maintenant journaliste d'investigation, c'est aller puiser en fait dans cette part d'ombre de nous-mêmes qu'on a tous, oui, effectivement. Et puis, comme je travaille beaucoup en milieu carcéral, c'est aussi l'après, quand c'est possible, rebondir et la résilience post-carcérale, la seconde chance, le mécanisme de seconde chance. Ils vous fascinent, les criminels ? Oui, mais pas dans le côté morbide et pas dans le côté malsain de la chose. C'est plutôt la mécanique mentale de l'agir criminel qui m'intéresse. Parce que vous dites qu'un jour, vous pourriez le devenir ? Non, absolument. Non, mais parce qu'on dit, souvent les psys disent ça, c'est qu'on a tous, à un moment peut-être, où on est sur le point de basculer. Alors fort heureusement, on ne bascule pas, mais il y a quand même toujours un moment où on est sur le point ? Pas toujours, mais... Non, on est sur le point. Ça peut nous arriver. Et vous, est-ce que ça vous arrive, vu que vous vous intéressez ? Franchement, non. Franchement, non. Moi, c'est la psychologie qui m'intéresse. Voilà. C'est la psychologie des criminels. C'est la même. En fait, je crois que c'est ça qui nous intéresse et tous. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, eux ont basculé, alors que nous, on bascule pas ? Et nous, on bascule pas. Attention, il y a toujours aussi quelque chose de rassurant à se dire « j'aurais jamais pu basculer ». Parce que ça nous rassure aussi dans le fait qu'on ne soit pas dans l'ombre. C'est très rassurant. Il y a ça aussi qui vient dire « ah, moi, j'aurais jamais pu faire ça ». Oui, alors qu'on n'en sait rien. C'est faux, voilà, parce que on le dira à la fin de notre vie. Voilà. On le dira le dernier jour, la dernière heure de notre vie. Merci en tout cas, Alessandra D'Angelo. Merci d'avoir été avec nous, journaliste d'investigation judiciaire, Audrey Lemaire, psychologue. Merci également d'avoir été sur ce plateau. Dans Crime et Faits divers, la quotidienne, je vais maintenant revenir sur une affaire de disparition qui a tourné au drame. Estelle, 45 ans, passe le week-end en Charente-Maritime, à la Vallée, dans la maison de famille. Une bâtisse dont elle a hérité de ses parents avec ses 2 frères. Elle a d'ailleurs rendez-vous avec l'un d'entre eux afin de savoir ce qu'ils vont en faire. Mais quelques jours plus tard, Tom, son fils, est inquiet. Il n'a plus de nouvelles de sa mère et décide de se rendre à la police pour signaler une disparition inquiétante. Et en se rendant sur place, la brigade de recherche fait une macabre découverte. Des traces de sang et des restes humains sont dans la maison. Il s'agit du corps d'Estelle. Dans un instant, le fils d'Estelle, Tom, sera en direct d'Estelle. En septembre, elle est portée disparue et quelques jours plus tard, les enquêteurs retrouvent son sang et plusieurs de ses membres dans la maison familiale. Elle a été tuée, démembrée, en partie calcinée. Et le meurtrier n'est autre que son propre frère. On y revient dans un instant avec Tom, le fils d'Estelle, qui sera en direct sur ce plateau. Mais auparavant, le journal des faits divers, et on commence en Ile-de-France où une femme a été tuée lors d'une altercation pour un motocross. Félicité Kindoki. Les faits se sont déroulés dimanche soir à Gagny, une commune située en Seine-Saint-Denis. Tout a commencé lors d'un échange de motocross entre 4 personnes et un ado accompagné de ses parents. Oui, et après cette transaction, les 4 individus se sentent finalement lésés dans cet échange et ils décident de se rendre devant le pavillon du couple et de son fils. Tous étaient bien décidés à récupérer leurs propres 2 roues, mais la discussion se passe mal. Une altercation éclate et parmi les 4 individus, une jeune femme âgée de 23 ans se fait violemment poignarder de plusieurs coups de couteau par l'un des 3 occupants du pavillon. Et touchée à l'abdomen et au thorax, la jeune femme est morte hier des suites de ses blessures à l'hôpital de Montfermeil. 3 personnes âgées de 45, 43 et 17 ans ont été arrêtées et placées en garde à vue, sans plus de précision. L'une des 3 personnes interpellées est le frère de la victime. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Et maintenant, direction le Rhône, où 3 individus ont dû répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel de Lyon, où ils comparaissaient hier pour violence en réunion. Le 18 octobre dernier, à Rieux-la-Pape, les 3 individus avaient agressé une femme sur la voie publique et s'en étaient pris aux pompiers venus lui porter secours. Voilà, c'est vrai.
Voilà. Effectivement, c'est une bonne idée. Ces pompiers qui ont été violemment bousculés et insultés et entravés, mais à la barre, les 3 agresseurs jugés contestent les faits et ils disent ne pas avoir voulu blesser. Une version mise à mal par les images de la caméra portative activée ce soir-là par le chef d'équipage pour la toute première fois en justice. Ces éléments ont servi de preuve dans un procès. Écoutez. On aimerait pouvoir s'en passer parce qu'il n'y a pas de produit miracle. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est les caméras qui empêchent les agressions. Mais en justice, aujourd'hui, très clairement, on a constaté que l'usage de cette caméra a permis de déterminer la vérité, puisque la parole des agresseurs face à la parole des sapeurs-pompiers auparavant était à égale portée. Et aujourd'hui, manifestement, la vérité a éclaté grâce à ces caméras. La caméra piéton, un dispositif expérimenté depuis plus d'1 an pour protéger les pompiers. Mais pour la défense, elle peut être aussi une alliée. Ces vidéos retracent une ambiance, mais au grand jamais montrent une quelconque violence de la part des prévenus. Donc moi je pense que, au contraire, elles servent la défense, parce qu'elles montrent que la montagne va accoucher d'une souris. Enfin, c'est mon avis. Voilà, hier soir, le tribunal a rendu sa décision. 2 des agresseurs ont écopé de 4 et 7 mois de prison ferme, notamment pour complicité et non-assistance à personne en danger. Et le principal auteur des faits est un homme en état de récidive qui compte déjà 12 condamnations à son actif. Il a été condamné à 9 mois de prison ferme. On poursuit ce journal des faits divers en Haute-Savoie, cette fois où un jeune homme est porté disparu depuis dimanche. La gendarmerie lance un appel à témoins. Victor, un jeune homme de 26 ans, n'a donné aucune nouvelle à sa famille depuis ce dimanche 22 novembre matin. Ce soir-là, il avait annoncé se rendre à pied dans la commune de Thônes, depuis son domicile familial situé à Saint-Jean-de-Sixte. Mais le jeune homme n'est jamais rentré chez lui. Ses proches, très inquiets, ont donc signalé sa disparition auprès des autorités. Et aujourd'hui, les gendarmes en charge de l'enquête lancent un appel à témoins. Pour information, le jeune garçon mesure 1,86 m et est de corpulence plutôt fine. Ses cheveux sont châtains, courts et bouclés. Il porte une barbe de plusieurs jours. Et au moment de sa disparition, il portait un pantalon de jogging bleu marine, un blouson de ski noir avec une bande blanche et des baskets blanches également. Les gendarmes recherchent des témoignages de personnes permettant de retrouver la trace de ce jeune homme. Si vous possédez la moindre information concernant cette disparition, n'hésitez pas à contacter le 08 00 97 10 71. Et à présent, direction le Loir-et-Cher, où 2 élus du conseil départemental ont porté plainte pour harcèlement sexuel. Les accusations se portent contre un autre membre du conseil. Tout aurait commencé il y a 5 ans, lorsqu'une des élus se serait plainte auprès du président de ce conseil pour le comportement anormal de son collègue portant sur des faits sexuels. Et c'est une accusation sans suite qui n'avait, selon elle, pas été prise au sérieux. Mais au mois d'août dernier, puis début novembre, 2 autres plaintes ont été déposées. Après avoir reçu le premier signalement de la part du conseil départemental, une première enquête préliminaire avait été lancée par le procureur de la République de Blois. Cette seconde plainte accusant les agissements violents de l'élu du conseil vis-à-vis des femmes fait l'objet donc d'une seconde enquête. Voilà, suite à ces plaintes répétitives, une investigation est suivie de très près par le procureur de la République de Blois. Écoutez-le. J'ai ressaisi pour ces seconds faits les enquêteurs que j'avais saisis pour la première plainte, qui vont de nouveau entendre la nouvelle victime, sans doute des témoins, et le mis en cause de nouveau. Je ne prends pas les éléments qui me sont apportés pour dire les faits sont constitués. J'essaie d'entendre tout le monde, tous ceux qui ont pu être témoins, tous ceux qui ont pu avoir connaissance des faits qui sont portés à ma connaissance. Et puis, il peut y avoir aussi des expertises qui peuvent être réalisées. Enfin, j'ai tout un panel d'outils qui me permettent de mener une enquête. Et au terme de cette enquête, voilà, qui se terminera sans doute en début d'année prochaine, eh bien, je prendrai une décision sur l'action publique. Merci, félicité. Voilà, on vous retrouve demain en direct pour un nouveau journal des faits divers. Direction maintenant la vallée, un petit village de Charente-Maritime, et c'est ici qu'Estelle a posé ses valises le temps d'un week-end de septembre. Elle réside dans la maison familiale dont elle a hérité avec ses 2 frères depuis la mort de ses parents. Elle vient entretenir cette bâtisse et passer du temps au vert. Elle aimerait pourtant se séparer de cette maison, mais ses frères ne l'entendent pas de cette oreille. Quelques jours plus tôt, son frère Loïc l'a d'ailleurs prévenu au téléphone. Il passera lui rendre visite pour parler de ce sujet de discorde. L'ancienne judokate n'est pas sereine car son frère l'a déjà menacée par le passé. Les jours passent et Tom, le fils d'Estelle, s'inquiète. Il n'a aucune nouvelle de sa mère et cela ne lui ressemble pas. Le dimanche, c'est son compagnon qui a rendez-vous avec elle, mais là aussi, elle manque à l'appel. Les 2 hommes interrogent alors Loïc, mais celui-ci dit avoir laissé sa sœur avec un certain Nano,
avant son départ. Mais les proches d'Estelle n'y croient pas et ils décident de signaler sa disparition à la police. Et les premières investigations font froid dans le dos. Dans la maison familiale, la brigade de recherche retrouve plusieurs traces de sang ainsi que des restes humains. L'ADN va parler, il s'agit bien du corps de l'ex-judocate. Et en plus de ses proches, c'est tout un village qui est sous le choc. Avant de recevoir dans un instant Tom en direct, Tom c'est le fils d'Estelle qui sera sur ce plateau. Retour sur cette affaire d'héritage qui a viré au drame. Nous sommes à La Vallée, un petit village de Charente-Maritime d'à peine 600 habitants. C'est ici qu'Estelle, une ex-judocate de 45 ans, s'installe pour un court séjour. Elle investit la maison de ses parents, décédés en 2013 et 2015. Une demeure pleine de souvenirs qui représentent toute sa jeunesse. Pourtant, depuis quelques mois, ce lieu chargé d'histoire est un sujet de discorde dans sa famille. Une fois les démarches de succession terminées, Estelle a décidé de vendre la propriété. Mais son frère, Loïc, s'y oppose. En dépit de ses modestes moyens financiers, l'homme de 39 ans refuse de s'en séparer et souhaite même devenir l'unique propriétaire. Le 5 septembre 2016, frères et sœurs ont d'ailleurs prévu de se voir dans la demeure pour en discuter. Mais à l'approche du rendez-vous, Estelle est anxieuse. Quelques jours avant, au téléphone, il a menacé de la tuer. En effet, ce soir-là, Loïc sera le dernier à voir sa sœur vivante. Quelques jours plus tard, les proches d'Estelle s'inquiètent. Sans nouvelles de la quinquagénaire depuis 2 jours, ils décident de signaler sa disparition via les réseaux sociaux. Et ils appellent toute personne disposant d'informations à se manifester. En vain. Inquiets, ses proches décident alors de prévenir la police. Et très vite, la brigade de recherche de Saintes est saisie de l'enquête. Le 9 septembre, les enquêteurs réalisent des investigations, notamment dans la maison familiale. Sur place, c'est la stupeur. Des traces de sang sont retrouvées, ainsi que des restes humains. Les résultats des analyses et des prélèvements ADN réalisés confirment qu'il s'agit de ceux d'Estelle. Les habitants de la vallée sont sous le choc. La famille d'Estelle était très connue dans le village et appréciée de tous. Les grands-parents étaient là, les parents étaient là. Je peux vous dire que le père de cette jeune dame a été conseiller pendant 24 ans. Oui, il a fait 4 mandats. La maman a travaillé à la commune, elle a été cantinière, elle faisait le ménage, elle était bien impliquée. Enfin, ils ont été tous les deux impliqués dans la vie communale. Le parquet décide d'ouvrir une information judiciaire pour meurtre et l'enquête est confiée à un juge d'instruction. Très rapidement, les soupçons se tournent vers Loïc, le frère d'Estelle. Obnubilé par l'héritage familial, l'homme avait un mobile. Après 8 jours d'enquête, le trentenaire est placé en garde à vue. Et au bout de 48 heures d'interrogatoire, le suspect craque. Il reconnaît avoir eu une dispute avec sa sœur, mais nie les faits qui lui sont reprochés. Mais le juge d'instruction ordonne tout de même sa mise en examen. Et Loïc est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rochefort. Il faudra attendre 10 mois pour que l'enquête prenne une nouvelle tournure. En juillet 2010, alors qu'une reconstitution est organisée dans la maison familiale, Loïc reconnaît enfin les faits. Il dit avoir asséné un coup de marteau à sa sœur, mais il nie avoir voulu la tuer. Il affirme que c'est elle qui aurait frappé la première. Ancienne judocate, elle lui aurait asséné plusieurs coups de poing et aurait tenté... En direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Tom. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le fils d'Estelle. Bonjour Maître Francesca Satta. Merci d'être là. Vous êtes l'avocate de Tom. Et on va parler avec vous de la procédure judiciaire elle-même. Tom, votre maman, finalement, avait pas d'histoire ? Non.
Avec personne, non. Ouais, avec personne. C'était quelqu'un qui vivait Quelqu'un de bien, ouais. Qui évitait les problèmes. Vous avez quel rapport, vous, avec elle? Un rapport de fils-mère, quoi, un bon rapport. Tout se passait bien, bon, des petites chamailleries, mais rien de plus. Vous avez 22 ans au moment des faits. Vous alliez être papa, d'ailleurs, d'une petite fille à ce moment-là. D'ailleurs, votre fille est née une semaine après la disparition de votre maman. Vous avez eu des doutes, vous? Oui, beaucoup de doutes, ouais. Parce que bon, il l'avait appelé quelques jours avant, la menaçant de mort. Il devait pas s'expliquer, donc pour moi, oui. Mais c'est assez bizarre quand même dans les relations frères-sœurs d'en arriver à des menaces de mort. Ouais, après, beaucoup de gens font des menaces, mais sans jamais aller jusqu'au bout. Donc pour moi, c'était pas... Vous pensiez qu'il était capable d'aller jusqu'au bout? Je pensais pas, non. Non. Pourquoi il est passé à l'acte, d'après vous? Pour des chamailleries de frères et sœurs. Je pense, par rapport à l'histoire de la maison, ils avaient des caractères très durs aussi. Mais ce qu'il a fait dans les actes, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas contenté de la tuer. Ouais, c'est quand même quelque chose. Il a démembré. Il l'a brûlé, oui, c'est quelque chose de grave, quoi. On fait pas ça comme ça. Ça se prépare, quoi. Vous, je crois que ça a totalement bouleversé votre vie. En fait. Ouais, c'est normal, ouais, ça m'a complètement anéanti. Ouais. C'est pas évident de vivre quelque chose comme ça. Ça anéantirait tout le monde, je pense. Ça a eu quoi comme effet dans votre vie, à vous? Bah, ça m'a détruit, dépression, je dors plus de la nuit. C'est compliqué. Vous êtes séparé de votre compagne? Aussi, ouais. Donc, vous avez perdu votre emploi aussi? Oui, impossible de travailler, ouais. Donc tomber en dépression, voilà. Y penser tous les jours, vivre avec ça. Vous pensiez à quoi? À votre maman? À ce qu'il avait fait? Ouais, je pense à beaucoup de choses. J'ai beaucoup de questions sans réponse qu'on ne saura jamais. Il a minimisé les faits, c'est dans son intérêt aussi. Vous, je comprends que ça ait brisé votre vie. En plus, vous n'avez pas eu de soutien psychologique, je crois. Vous êtes retrouvé tout seul face à ce drame? Ouais, j'ai appris ça par un message à 8 h du matin. Mon ex-compagne, elle arrivait en pleurant, donc j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. Après, aucun soutien de la famille, ni rien du tout. On m'a laissé comme ça, débrouille-toi, quoi. Et le message disait quoi? Je ne l'ai pas écouté. Qu'on avait retrouvé ma mère, en tout cas, qu'on avait retrouvé ma mère décédée. À quel moment vous avez appris qu'elle était démembrée? Bien plus tard, quand ils ont retrouvé ses restes, bien plus tard. Je l'ai appris, on m'a laissé comme ça a dû durer 10 mois peut-être. Le temps que la justice fasse son travail, aucune nouvelle. Donc j'ai su ça bien plus tard. Ça, c'est un deuxième choc, en fait. Ouais. Faut vivre avec. Et j'ai l'impression que même aujourd'hui, vous avez du mal à vivre avec. Ah oui, je l'accepterai jamais, je vivrai avec toujours. Donc je pourrai jamais passer à autre chose. Je disais, vous êtes séparé de votre compagne, vous êtes retrouvé seul, en fait, très seul. Ouais, livré à ouais. Même vous avez vécu dans la rue? Oui, bah, je suis tombé, j'ai perdu, je suis vécu chez des amis, après j'étais à la rue quelques mois. Donc livré à moi-même, vraiment, tout seul, sans soutien moral ni psychologique. Ça, c'est terrible parce que vous avez une vie classique. Qui allait bien, comme tout le monde, ouais. Qui allait bien, vous avez une compagne, vous allez être papa, et puis il y a ce drame, et en fait, ça... Bah, c'est presque un effet domino, c'est-à-dire que ça fait tomber votre vie aussi. Oui, ça a bousillé ma vie, ouais. À jamais. Et puis pas que la mienne, celle de beaucoup de gens aussi, je pense. Mais pourquoi vous pensez que vous n'arrivez pas à vous remettre? Qu'est-ce qui est plus dur? C'est pas évident, les souvenirs, y penser sans forcément le vouloir. Les terreurs nocturnes, tout ça. Cauchemars, insomnie. Vous avez quoi, de la haine vis-à-vis Oui, bah oui. Normal, ouais. Ouais. Normal. J'accepte pas ce qu'il a fait et je l'accepterai jamais. Enfin, personne ne pourrait accepter ça. La prison, ça résoudra jamais le souci. Et puis, il faut dire qu'il n'a jamais avoué se trouver la totalité du corps non plus? Ouais, on ne le saura jamais. Je pense qu'il ne le dira pas. C'est dans son intérêt de nier les faits aussi. Oui, parce que lui nie les faits. Hein. Oui, bah oui. Et le fait de ne pas avoir retrouvé la totalité du corps aussi, ça c'est quelque chose qui vous hante? Aussi, ouais. J'y pense, ouais. Vous avez essayé de vous faire suivre, de voir des spécialistes? Je suis suivi, mais bon, ça change rien. Ça change rien. Les médicaments, c'est pas la solution non plus. Maître Francesca Sata, on voit à quel point il est touché aujourd'hui. À quel point il a beaucoup de mal à l'exprimer d'ailleurs. Je pense qu'il suffit de le voir. Oui, c'est très compliqué. Je crois que humainement, toute personne qui retrouve un membre cher de sa famille dans un tel état,
parce que c'est l'impossibilité de faire le deuil. Il n'a pas pu faire son deuil. On n'a pas retrouvé tous les morceaux du corps de sa mère. Donc c'est toujours effectivement un questionnement qui le hante, même après le procès. Je veux dire, le procès, c'était récemment en plus, hein, c'était il y a quelques jours. Rien n'est résolu, les questions restent en suspens. On n'a pas les réponses, parce qu'on s'est retrouvé devant un homme qui est resté mutique, je dirais, sur la suite de la crémation du corps. Et aujourd'hui, effectivement, on se pose toujours les mêmes questions et on n'a pas les réponses. Et c'est ça qui est atroce. Il a été condamné ? Il a été condamné, oui. À combien ? 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Les débats ont tourné effectivement sur la notion de savoir est-ce que volontairement ou non il avait tué sa sœur. Lui, effectivement, dans le cadre de sa défense, a invoqué le fait que c'était quasiment de la légitime défense et qu'en aucun cas il ne voulait tuer sa sœur, qu'il a riposté au coup de cette dernière et que le coup malheureux est parti par l'instrument qu'il a utilisé, qui se trouvait sur la table basse dans le salon. Simplement, les incohérences de ses propos ont été relevées et appréciées par les jurés. Et effectivement, c'est tout de même la dernière personne qui a vu sa sœur vivante ce soir-là. On savait qu'il y avait un conflit ouvert avec elle concernant l'héritage de cette maison. Il voulait à toute fin racheter cette maison. Il avait fait toutes les démarches bancaires pour ce faire. Simplement, la banque lui avait fait savoir une fin de non-recevoir. Et donc, à toute fin, il voulait effectivement s'approprier cette maison. Et la présence d'Estelle, même pour y passer des week-ends, était considérée comme quelque part pour lui, comme une salissure de la maison. Il ne supportait pas Estelle dans sa personnalité, Estelle dans ses fréquentations. Voilà, il n'arrivait pas à concevoir qu'elle puisse effectivement occuper cette maison, même un temps bref. Et c'était quelque part, je dirais, entraver ou salir la mémoire de ses parents décédés. Donc, en quelque sorte, il fallait nettoyer cette maison de toute tâche. Et donc, voilà, aujourd'hui, Estelle est morte. Tom, vous avez assisté au procès ? Ouais. Vous avez ressenti quoi en voyant le frère de votre mère, de la haine. Beaucoup de haine. Je peux pas vous dire. J'ai pas trop de mots pour expliquer ça, c'est compliqué. De revoir quelqu'un après 4 ans sans nouvelles, sans aucune excuse. Vous attendiez des excuses ? Pas forcément, non. De toute façon, je les aurais pas acceptées. Enfin, il m'en a faites, mais je les ai pas acceptées. C'est inexcusable ce qu'il a fait. Aujourd'hui, vous tentez de vous remettre de tout ça quand même ? Oui, il faut. Vous avez envie de reprendre une vie normale ? Ouais, je le fais pour ma fille. Ouais. C'est elle qui me donne la joie de vivre. Elle a quel âge votre fille aujourd'hui ? Là, elle va avoir 4 ans, le 28. Là. C'est elle qui vous tient ? Ouais. C'est tout ce qui me reste, on va dire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sans elle, vous ne seriez plus là, peut-être ? Je pense, ouais. C'est compliqué, mais je pense que oui, sans elle, j'aurais pas supporté le choc. Sabrina Philippe, psychologue, la douleur, là, elle nous éclate tellement au visage que c'est compliqué parce qu'on sent à quel point il n'arrive pas à se remettre de la perte terrible, tragique de sa maman Tom. Vous êtes toujours en état de, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais de stress post-traumatique. C'est ça. Et le stress post-traumatique ne se règle pas qu'avec des médicaments. C'est pour ça, quand Jean-Marc tout à l'heure vous a demandé si vous étiez suivi, vous avez répondu médicaments. Je ne sais pas si vous avez une thérapie adaptée à ce stress post-traumatique que vous avez. Vous avez des gens avec qui vous parlez, par exemple ? Je pense oui, je sais vous demandez plusieurs psychologues, ouais, mais ça n'a rien changé du tout. Et vous avez envie de vous en sortir ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut pour vous en sortir ? Je ne pourrais pas vous dire. Il faut vraiment que je me change les idées, que j'essaye de passer à autre chose. Déjà, le procès, il a été fait. C'est important, le procès, c'est une étape importante. Je sais que ça se bien, oui. Souvent, ça permet de faire son deuil ? Le deuil, oui, je l'avais fait depuis longtemps, mais bon, au moins de passer à autre chose, on va dire. Maître, comment ça se passe avec Tom ? Parce qu'on voit à quel point c'est compliqué pour lui. C'est compliqué de l'accompagner aussi. C'est compliqué, certes. Moi, je vois Tom, c'est ce que j'expliquais au jour du procès, un homme qui a suivi, je dirais, une pente descendante très importante, qui s'est accentuée au fur et à mesure que l'on a retrouvé des morceaux du corps de sa maman. Je crois que le choc le plus terrible pour lui dans tout cela, dans cette histoire, c'est quand je lui ai annoncé
que nous avions retrouvé la tête de sa maman sur une plage. Et là, je crois que le point final, ça a été ça. Et aujourd'hui encore, même après le procès, il me dit, je ne comprends pas pourquoi sa tête était là, pourquoi sa tête n'était pas complètement calcinée. Et aucune réponse ne lui a été apportée, effectivement, au cours du procès sur cette organisation des choses, sur la répartition des éléments du corps. Donc oui, ça a été difficile pour lui de traverser le procès. Hein. On avait un tome qui entrait, qui sortait de la salle, c'était compliqué de voir son oncle en face de lui et de pouvoir suivre ainsi en continu un procès très dur émotionnellement. Donc oui, il faudra du temps. En tout cas, vous êtes très touchant, Tom, parce qu'on sent que vous portez ça et qu'on comprend à quel point c'est dur pour vous. Et je souhaite bon courage. Merci. Vraiment. Bon courage et puis tenez pour votre petite fille. Il le faut, pas le choix. Merci beaucoup. Merci maître. Merci également d'avoir été avec nous. On fait une pause et on se retrouve de la Nièvre. Entre 2014 et 2017, 4 enfants nivernais ont vécu l'horreur dans leur propre foyer. Leurs parents, un conducteur de bus de 36 ans et une éleveuse de chiens de 50 ans, les ont livrés en pâture à des amis pédophiles. L'enfant, la plus jeune, n'était âgée que de 2 ans quand les faits ont commencé. Ses frères étaient âgés de 5 et 6 ans et l'aîné de la fratrie, déficient intellectuellement, avait 14 ans. Cette dernière est celle qui a subi les faits les plus graves. Le groupe d'adultes aurait profité de son retard mental pour la transformer en véritable poupée sexuelle le soir et les week-ends. Elle était également considérée comme la bonne à tout faire de la maison. Mais cette famille complètement dysfonctionnelle a rapidement éveillé les soupçons. En observant que les enfants rencontraient des problèmes de comportement et d'hygiène, l'école a signalé que quelque chose ne tournait pas rond dans ce foyer. Condamné en 2015 pour violence parentale, le père faisait depuis l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Le 14 avril 2017, suite à de nouvelles suspicions de violence, le juge des enfants finit par décider d'un placement. Les enfants ont alors 4, 8, 9 et 16 ans. Enfin tirés des griffes de leurs bourreaux, ils se confient aux adultes qui les encadrent. Et c'est à partir de là que la terrible vérité va éclater au grand jour. Dans leurs mots d'enfants, déjà hyper sexualisés, les victimes racontent que c'était chacun son tour pour la main dans les fesses ou les caresses. Ils expliquent que les amis des parents, qu'ils appelaient tonton et tata, étaient là aussi et qu'à Noël, tout le monde était à poil. Aujourd'hui, 3 ans après la découverte de ces faits odieux, les enfants et les bourreaux des enfants ont dû répondre de leurs actes devant la cour d'assises de la Nièvre. Seule leur mère, malade, était absente de ce procès éprouvant. Comment se sont déroulés les débats, Charlotte Durand? Les audiences ont été particulièrement insoutenables, tant les sévices détaillés sont immondes. Le dossier parle d'un foyer sans amour et de violences terribles. Couteau sous la gorge, brûlure de cigarettes, ligotage sur le pilier central du salon, coups de bâton et même de marteau. Mais le pire, ce sont les violences sexuelles et les humiliations d'une perversité terrifiante. Il est question d'adultes urinant sur les enfants et de pénis en pâte à modeler durcis au frigo et qui est ensuite utilisé pour les violer. Alors face à l'horreur de ce qui leur est reproché, comment se sont comportés les accusés? Malgré les dires des enfants, pourtant considérés comme crédibles par les experts, les accusés ont nié en bloc, se rejetant mutuellement la faute des agressions. Face aux gendarmes, à l'époque, les parents des victimes avaient même poussé l'indécence très loin. Ils avaient mis en garde les gendarmes concernant le côté manipulateur de leur fille aînée, pourtant limité mentalement. Mais au fond, si je comprends bien, ils accuseraient presque les enfants d'être responsables de ce qui leur est arrivé. Le tonton, qui a admis un rapport sexuel avec l'adolescente, ne s'est pas privé de la qualifier d'aguicheuse. Un autre ami sexagénaire qui a avoué un viol sur l'un des petits garçons a même parlé d'un enfant plutôt demandeur, tout en mettant son crime sur le compte d'un abus d'alcool. Aujourd'hui, les enfants gardent pourtant de lourdes séquelles du calvaire qu'ils ont subi. En effet, selon les experts qui les ont examinés, les victimes présentent aujourd'hui des traits d'immaturité, d'hyper-émotivité, ainsi qu'un niveau de développement intellectuel faible. Ils recourent également facilement à la violence verbale et physique, avec le risque notamment chez les garçons de reproduire ce qu'ils ont subi dans leur futur rapport aux autres. Au terme de ce procès, quelle a été finalement la décision de la cour d'assises ?
Le père des enfants a été reconnu coupable de viol sur sa fille aînée, d'agression sexuelle et de violence habituelle sur tous les autres enfants. Il écope de 15 ans de réclusion criminelle et il est déchu de son autorité parentale. Le demi-frère des enfants âgés de 27 ans est lui condamné à 8 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Et 2 autres hommes, amis du couple, écopent de 10 et 16 ans de réclusion criminelle. Merci Charlotte. C'est la fin de cette quotidienne de Crimes et Faits divers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h15 pour un premier numéro de Crimes et Faits divers.